Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la greffe du foie. Les greffes hépatiques sont, après les greffes de reins, les transplantations les plus fréquentes. Depuis 1998, plus de 26 000 greffes du foie ont été pratiquées, dont 491 ont été réalisées à partir de donneurs vivants. Il y a environ 1300 greffes de foie par an. Comme le cœur ou les poumons, le foie est un organe vital pour lequel il n'existe aucune alternative durable. Aujourd'hui, pour aborder ce sujet, nous avons les plus grands spécialistes sur le plateau d'Atout Santé et nous accueillons le professeur Jean Hardwinzen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service chirurgie générale et transplantation hépatique et vous êtes accompagné de Madame Adeline Janoutot, qui est une patiente greffée du foie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous avez à vos côtés Estelle Jantot, qui est infirmière coordinatrice. Bonjour. Bonjour. Professeur Hardwinzen, avant de commencer le sujet de l'émission, on voulait savoir à qui il faut s'adresser quand on est malade du foie. En premier lieu, un hépatologue, c'est-à-dire un médecin spécialiste du foie. Le problème, c'est que c'est parfois très difficile de savoir qu'on est malade du foie. Et aujourd'hui, en première ligne, c'est le médecin généraliste. C'est d'abord le médecin généraliste qui va faire le point, qui va en général faire un examen clinique, puis et orienté vers voilà. un hépatologue. On va y revenir sur tous les examens un peu plus tard. Question aussi simple, à quoi sert le foie ? C'est un organe vital, la première chose. Il est impossible de vivre sans le foie. Et c'est probablement l'organe qui assure le plus de fonctions différentes dans l'organisme. C'est extrêmement varié. Souvent, on le compare à une usine. Une usine, c'est une usine. C'est très compliqué. On fabrique et on détoxifie, puisque c'est à la mode du terme. On détoxifie. Alors, dans le reportage qui suit, nous allons à la rencontre d'Adeline, qui est une patiente et maman de 2 enfants et qui a eu une greffe de foie. Un reportage proposé par Manon Emery et Laurent Henry. Le foie, c'est un organe indispensable à la vie. On peut en enlever une partie, il va régénérer, mais quand on est obligé de faire des grosses ablations de foie, à ce moment-là, il est préférable de greffer les patients. Alors, la transplantation hépatique, c'est une des nombreuses greffes. Ça peut être un foie entier, ça peut être un foie partiel. C'est ça le grand principe de la greffe. Il y a 2 grandes catégories des patients. C'est soit des patients qui ont une insuffisance hépatique aiguë, donc brutalement, elle va avoir une dysfonction hépatique grave qui va l'amener à la greffe. Le deuxième processus, c'est un processus qui est chronique, dont l'exemple classique, c'est la cirrhose. Et là, le foie va défaillir de manière très progressive, immédiatement. Après que le corps du receveur a été en contact avec le greffon, on est obligé de mettre en place un traitement qu'on appelle immunosuppresseur pour éviter que le corps rejette ce corps étranger. Il y a des situations où on arrive à savoir qu'on va être greffé et donc à ce moment-là, on va être dans l'attente d'un donneur qui aujourd'hui, dans plus de 95% des cas, est un donneur qu'on appelle cadavérique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est mort assez brutal en général, et pour lequel on récupère assez rapidement ses organes, dont le foie. Bonjour, je m'appelle Adeline, j'ai 31 ans et je suis sage-femme. En 2009, j'ai appris que j'avais une cholangite sclérosante auto-immune. C'est une maladie qui affecte les voies biliaires, qui crée des rétrécissements au niveau des voies biliaires. Et en 2013, j'ai appris que cette maladie s'est compliquée par une cirrhose biliaire auto-immune secondaire à cette cholangite. Quand mon état s'est dégradé, que la maladie a commencé à parler, rapidement on a évoqué la nécessité d'une transplantation hépatique. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu être greffée, ça m'a changé la vie, ça m'a donné une deuxième chance. La greffe peut sauver des vies, le don d'organes pour moi est capital. Il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux autres, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. C'est très important, je pense, de sensibiliser les gens à l'importance du don d'organes et à quoi ça peut mener, quoi. Les vies que ça change et l'espoir que ça donne aux malades. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons de la greffe du foie. Alors, avant de parler des dons d'organes, peut-être revenons un peu sur le diagnostic. Comment on diagnostique une défaillance du foie ? Alors, la défaillance du foie, dans 2 situations. Une défaillance chronique du foie qui est la plus classique, et dont le grand modèle qui est connu en général, c'est celui de la cirrhose. Ouais. Et on pense toujours que la cirrhose est liée à l'alcool, est-ce que c'est vrai ? Elle n'est pas toujours liée à l'alcool, loin de là. C'est une cause fréquente, mais qui est loin d'être la plus fréquente. Il y a des virus, l'hépatite B,
l'hépatite C. Il y a des causes auto-immunes, c'est-à-dire que c'est l'organisme qui se détruit lui-même, que ce soit les voies biliaires ou les cellules du foie. Et puis, il y a d'autres maladies beaucoup plus rares. C'est extrêmement varié. Et puis, il y a des causes aiguës. Bon, certaines sont aussi très connues. Une intoxication au paracétamol, une rage de dents. On consomme excessivement du paracétamol et on peut être amené à être greffé du foie. Un excès de paracétamol? Un excès de paracétamol, au-delà de 10 grammes, ça devient très toxique. 10 grammes, c'est beaucoup quand même dans la journée. C'est beaucoup, mais on a vite fait d'atteindre cette dose-là parce qu'il y a des spécialités médicales où le paracétamol n'est pas... On en donne beaucoup, d'accord. Alors, est-ce qu'on a des symptômes extérieurs quand on a des problèmes de foie? Alors, en aigu, c'est très simple, c'est qu'on a une grosse fatigue et une jaunisse, que tout le monde connaît. Tout le monde voit, voilà. Et le reste, c'est souvent marqué par une asthénie, c'est-à-dire une fatigue qui va devenir de plus en plus importante. On peut avoir des hémorragies digestives, on peut avoir de l'eau qui s'accumule dans le ventre, qu'on appelle de l'acide. Donc un ventre gonflé? Voilà, c'est-à-dire le ventre qui augmente de volume de manière très importante. Ça, c'est des signes d'insuffisance hépatique chronique. La plupart du temps, c'est quelque chose qui est connu, le médecin l'a annoncé à l'avance, qu'il y avait une perturbation du bilan, que ça pouvait entraîner une cirrhose. Donc il y a des signatures sur un bilan sanguin qui permettent de dire que le foie dysfonctionne. La cirrhose elle-même, c'est un diagnostic où il faut faire une biopsie pour en être certain. Mais on a des équivalents, en général, qui permettent de trouver assez facilement. Merci. Alors, Adeline, vous avez été greffée du foie. Comment on vit l'annonce de ce diagnostic, en fait? D'abord, il y avait l'annonce de la pathologie qui a nécessité la greffe. Donc ça, c'était bon... C'était une pathologie connue? C'était une pathologie que j'ai appris quelques années avant la greffe, qui au départ était asymptomatique, qui ne m'empêchait pas d'avoir une vie normale. Donc il y avait juste une perturbation du bilan biologique. Ça fait longtemps que vous aviez appris cette maladie? C'était 5 ans avant d'être greffée. D'accord. Donc au départ, pas de changement dans mon quotidien, mais c'est après quand ça a commencé à se dégrader, où là, ça a été un peu plus difficile à accepter. Il y avait quand même un gros sentiment d'injustice parce que j'étais jeune, j'avais que 26 ans quand j'ai dû être greffée. Donc, et puis aussi de l'inquiétude de ne pas avoir de greffon aussi, parce qu'on sait que quand on arrive à la greffe, il n'y a pas d'autre possibilité thérapeutique que celle-là. Alors comment a réagi votre entourage? Est-ce que vous avez été soutenue? J'ai eu la chance d'être bien soutenue par mon mari, par ma famille. Au début, il y a eu un peu d'incompréhension. De refus, on dit bon, c'est pas normal. Ils pensaient pas que c'était aussi grave. C'était aussi grave. Et puis après aussi pareil de la peur. Au fur et à mesure que les mois passaient, de la peur de ne pas avoir de greffon parce que mon état s'aggravait au fur et à mesure et voilà, ça devenait urgent. Urgent. Alors professeur Ardizen, est-ce que dans tous les cas, on doit remplacer le foie dans ce type de pathologie, par exemple? Alors, dans ce type de pathologie, oui, parce que le foie a été irrémédiablement attaqué par ce qu'on appelle une fibrose, c'est-à-dire un épaississement de tous les travées du foie, le soutien du foie. Mais le foie régénère, il y a des situations, notamment en aigu, où on peut espérer la régénération du foie et donc, entre guillemets, échapper à la greffe, mais ce n'est pas une situation fréquente, ce sont des situations de réanimation la plupart du temps. Mais dans pratiquement tous les cas, on enlève le foie. D'accord. Alors, Madame Gentot, comment le corps infirmier accompagne ce type d'intervention? À quel moment vous accompagnez les patients? Alors nous, on accompagne le patient à partir du moment où il apprend qu'il doit être greffé. Donc on lui explique tout le processus pour effectuer le bilan pré-greffe hépatique. Et à ce moment-là, on prend tous les rendez-vous et on l'accompagne pour arriver à effectuer juste avant la greffe. Non, avant la mise en liste. Ah, avant la mise en liste. Alors comment ça se passe en fait? On sait qu'on doit le greffer, donc vous faites un bilan avec le patient. Biologique, un bilan, il ne faut pas qu'il y ait de risque infectieux, il faut qu'il n'y ait pas de problème cardiologique important. Et à ce moment-là, ils peuvent rencontrer tous les acteurs, l'anesthésiste, le chirurgien, les pathologues, qui répondent à toutes leurs questions. Adeline, donc vous avez reçu une greffe du foie il y a quelques années. Comment s'est passée l'opération? Donc une fois que le greffon est arrivé, donc c'est un soulagement, j'imagine. Alors moi, d'abord, donc j'ai été inscrite sur liste. J'ai attendu 8 mois, ce qui m'a paru une éternité, mais en fin de compte, ce qui est relativement court si on compare à d'autres patients dans le même cas. On m'a appelé une nuit à 3h47 du matin, donc là c'était l'euphorie, hein. Il n'y avait plus de place à la peur, là c'était vraiment je fonce. On y va. Donc à 5h on s'est rendu à l'hôpital avec mon mari et à 9h30 passage au bloc. À partir de là, la chirurgie elle a duré 6 heures, donc moi je ne me souviens plus de grand chose vu que je dormais. Je me suis réveillée le lendemain matin en réanimation, j'ai le souvenir de l'extubation parce que voilà, j'ai entendu des voix au moment d'extubation et après de tout l'attirail qu'il y avait autour de moi parce que c'est quand même
une chirurgie assez lourde et il y avait beaucoup de dispositifs pour Vous étiez en réa, donc, dans la compagnie. Je suis restée 5 jours en réanimation, au total 21 jours hospitalisés, ce qui est assez court. C'est court, oui. Et les suites se sont bien passées. Et je pense que la volonté d'aller de l'avant a fait que je me suis bien remise. Et là, vous rayonnez, hein, clairement, tout va bien. Hein, ouais, ça se lit pas sur le visage, voilà. Il faut le dire, non, il faut le dire. À quel moment on prend la décision en fait, de transplanter? C'est quand même une décision complexe, j'imagine. Alors, c'est une décision d'équipe. C'est rarement un seul médecin qui décide. C'est une décision quand on estime que conserver le foie va exposer la personne à un danger vital. Elle ne peut plus vivre avec ce foie et aussi à partir du moment où on a épuisé toutes les ressources thérapeutiques qui pouvaient être... C'est la solution. C'est la seule solution. Alors, la moins mauvaise des solutions. Quelles sont les conséquences en fait, d'une transplantation sur un patient? C'est déjà lui redonner la vie, quoi. C'est clairement. Souvent, on appelle ça changer la vie, de retrouver une autre vie. Une renaissance. Voilà, une renaissance, mais c'est des conséquences importantes parce que, comme on l'exprimait, le bilan pré-greffe est absolument nécessaire parce que c'est un acte thérapeutique qui est extrêmement agressif pour le corps. Et c'est un axe vital lui-même, par lui-même. Alors, en préparant cette émission sur Facebook, on a eu des questions. Annelise de Rouen, si on est enceinte, peut-on être transplanté du foie? Enceinte, la situation, je crois que c'est pas encore posé parce que de manière chronique, on fera attention de le faire après la grossesse ou faire naître l'enfant avant, et de manière aiguë, ce sont des drames. Ce sont vraiment des drames, là, parce qu'à ce moment-là, il y a décès de la patiente ou de l'enfant, des deux. Annelise notera, donc il faudra... C'est compliqué. Alors, on vous remercie pour ces différents échanges. Aujourd'hui, nous allons maintenant, à cet instant, parler des traitements post-opératoires, de la transplantation hépatique. Et avant d'aller plus loin, nous allons à la rencontre de Maude, qui a donné une partie de son foie à sa fille. Un reportage proposé par Laurent Henry et Manon Emery. Je m'appelle Maude, j'ai 44 ans. Et je suis étalagiste peintre. Voilà, ma petite fille est arrivée dans ma vie et celle de mon mari à l'âge de 3 mois. Nous l'avons adoptée. Un jour, j'ai détecté qu'elle avait des urines très foncées, voire orangées, et puis fatiguée. Donc j'étais voir mon pédiatre et là, il me dit oui, c'est bizarre. Il fait bon, on va quand même faire des analyses. On nous annonce une hépatite fulminante. Quand on dit fulminante, c'est en l'espace de 7 jours, elle avait un foie qui faisait quelques centimètres, quoi. En fait, il nous disait que on aurait la possibilité d'avoir une greffe. Ils ont fait une demande de greffe cadavérique qui ne venait pas. Ne venant pas, étant dans l'urgence, on a commencé à nous parler de la greffe du vivant. Pour cela, il faut uniquement avoir le même groupe sanguin pour une greffe de foie, ce qui est important. Donc on n'a pas besoin d'avoir un lien biologique. Et par chance, Pascal et moi on était du même groupe sanguin que Jeanne. Et finalement, c'est moi qui ai été retenue. C'est moi qui ai eu le ticket gagnant, le meilleur foie. Moi, on m'avait préparé en me disant que au bout de quelques jours, je pouvais marcher, que voilà, il n'y avait aucune séquelle. Donc j'y allais plutôt confiante. Donc il faut attendre à peu près 3 mois avant que vraiment être établie. J'ai aucun traitement, je peux manger ce que je veux. Ma fille, en fait, après une greffe, vous avez nécessairement un anti-rejet. Dans les premiers temps, tous les 15 jours, on était rendez-vous à l'hôpital. Après, ça s'est espacé tous les mois. Et aujourd'hui, on est tous les 3 mois. En fait, lorsque vous avez un enfant greffé, l'hôpital fait partie de votre vie. Ça fait partie, mais après, on le vit plutôt bien. On essaye de toujours faire les choses en riant. Il y a des suites compliquées pendant 3 mois, mais une fois de ces 3 mois, surtout quand on voit le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ma fille vit. Alors que ça n'aurait pas été le cas si je n'avais pas fait ce geste. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons de la greffe de foie avec le professeur Jean Arvinzen, Adeline qui a été greffée du foie et Madame Jantot, infirmière coordinatrice. C'est un beau témoignage de Maude qui est passionnant. Elle parle de greffe du vivant. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux différents types de greffes? Donc, il y a les greffes cadavériques et les greffes du vivant. Elle parlait aussi de la compatibilité. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces éléments? Alors, l'essentiel des greffes aujourd'hui est fait à partir de personnes qui sont mortes. Ce qu'on appelle le donneur cadavérique. C'est une mort un peu particulière, c'est la mort encéphalique. Ça représente 1 à 2% des morts en France. Donc, c'est
pas beaucoup entièrement. Ce sont des greffons en général que l'on récupère en manière entière et en fonction de l'âge du donneur notamment, on peut partager le foie et faire 2 parties de foie. Et puis, comme il manque de donneurs, on a recours à des donneurs vivants. Alors la personne, bien sûr, on ne peut pas lui enlever l'entièreté de son foie, et on va enlever une partie du foie. Quand il s'agit d'un adulte, pour un enfant, on va enlever une petite partie du foie. On peut aussi faire ça entre adultes, et à ce moment-là, on enlèvera une partie beaucoup plus grosse du foie. Quel est le processus pour être donneur vivant ? Le processus pour être donneur vivant, d'abord, c'est de vérifier qu'on soit compatible. Compatible, essentiellement, c'est en termes de groupe sanguin. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est entouré par la loi. Et il faut être soit parent, soit très proche de la personne. Le bon samaritain n'existe pas encore en France dans cette situation-là, mais je pense que ça va facilement arriver. Voilà, c'est essentiellement à ce niveau-là. Il y a chez le donneur un bilan qui est fait pour vérifier que techniquement ce soit possible, et puis il y a un bilan qui est fait pour éviter que le donneur soit aussi contaminant. Il y a des personnes qui sont porteuses de virus, par exemple, qui ne le savent même pas. Donc voilà. Ils ne peuvent pas, bien sûr. Alors, Madame Gentot, vous êtes infirmière, donc comment vous abordez-vous la famille pour l'entourer, pour la décision de donner un organe à un proche ? Dans le cas des donneurs vivants ? Oui. Eh bien, déjà, ils ont la consultation avec le chirurgien qui leur explique les tenants et les aboutissants. Et vous les rassurez un peu? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Comment ils le vivent? J'imagine les premiers instants sont peut-être un peu compliqués pour eux. C'est-à-dire que pour eux, c'est la nécessité de donner à leur enfant pour... Oui. C'est ça qui est prioritaire en fait. C'est prioritaire. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Un peu, mais pas... Et on ne les assiste pas psychologiquement, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés particulièrement à cet instant-là. Ils ne nous posent pas trop de questions à ce moment-là. Ça se passe plutôt bien, d'accord. Alors, en France, on est tous concernés par le don et la loi dit que vous êtes consentant présumé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et est-ce que vous rencontrez des difficultés avec le don d'organes? On en parlait un peu tout à l'heure avec Adeline. Il faut qu'il y ait plus de donneurs. Il manque des donneurs. Il manque de donneurs. De toute évidence, on est tous des donneurs, ce qui est vrai, potentiel. Bien sûr, il y a des causes médicales qui font qu'on ne peut pas être de bons donneurs. Tout le monde ne le sait pas, malheureusement. Et puis on se trouve toujours dans une situation où personne ne s'est exprimé et on va demander à la famille de témoigner de ce que voulait le mort. Parce que le mort ne s'est pas exprimé. Donc le meilleur, c'est d'avoir un papier sur toi en disant « je suis donneur d'organes » et de l'exprimer régulièrement parce qu'à ce moment-là, c'est un témoignage et la famille va devoir honorer ce témoignage, ce qui est primordial. Donc le principal, c'est que nos téléspectateurs en parlent autour d'eux, s'ils veulent être donneurs, qu'ils soient... C'est plus efficace. Voilà, et comme ça, il y aura des témoignages. Et c'est vrai, quand ça arrive le moment douloureux, la famille sera au courant. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors Adeline, justement, pour abonder là-dessus, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, aux familles qui sont parfois hésitantes ou qui n'en parlent pas? Qu'est-ce que vous aimeriez leur passer comme message? Je vais rejoindre le professeur Arvidsson sur le fait que voilà, on est tous donneurs présumés, voilà, mais aussi qu'on est tous receveurs potentiels et que c'est... Voilà, il y a des épisodes de vie qui font que du jour au lendemain, on peut tomber malade, nous ou quelqu'un de proche, et là, la seule solution est la greffe. Alors après, c'est sûr que c'est en fonction des croyances de chacun, ça peut être compliqué à aborder comme sujet, mais je pense que c'est capital. C'est capital et ça sauve des vies. Voilà. Ouais. Merci Adeline. Alors, on va parler un peu des traitements maintenant. Donc, une fois que la greffe a été faite, quels sont les traitements qui sont utilisés? Alors, les traitements, c'est plusieurs ordres. D'abord, c'est une intervention majeure, donc des traitements usuels, les antalgiques, les anticoagulants, des choses comme ça. Et puis, c'est le traitement contre le rejet. Le rejet, ça consiste en fait à une réaction normale du système immunitaire qui va se défendre contre quelque chose d'étranger. Le foie va être considéré comme étranger. Et donc, ce traitement est donné immédiatement au moment du bloc opératoire, quand il y a contact entre le greffon et la personne receveuse, et ce traitement va être poursuivi à vie. Il va être adapté, modifié, modulé, mais il va être donné à vie aujourd'hui, et c'est le message important. Sans ce traitement, il n'y a pas possibilité de greffe. Il ne faut jamais arrêter le traitement. C'est important de ne jamais arrêter le traitement, on le répète. Parce que ne jamais arrêter de manière isolée. On a entendu parler d'immunosuppresseurs, vous pouvez nous en dire un petit mot? C'est ça, ce sont ces médicaments-là qui vont en fait, non pas arrêter, enfin, non pas empêcher le rejet, mais ils vont diminuer ces effets du rejet, ils vont rendre ce rejet inefficace. Donc l'organe sera toujours reconnu comme étranger par la personne, d'où la nécessité de ne jamais arrêter le traitement. Donc Adeline, vous me confirmez que vous êtes sous traitement et que vous le prenez régulièrement? C'est ça. Alors juste après la greffe, il était conséquent, j'avais plus de 20 comprimés par jour à prendre. Maintenant, j'en suis qu'à 4, donc voilà, une seule prise par jour, donc c'est plus peu contraignant. Voilà, il suffit juste de le prendre tous les jours à la même heure. Voilà, et ne pas oublier. Il n'y a pas eu d'effet secondaire? Non, pas eu d'effet secondaire. Plus pendant mes grossesses où là, ça a induit quelques complications. Mais en dehors des grossesses, c'est très bien toléré. Et aucun problème à signaler. Est-ce que de temps en temps, il y a des rejets de la greffe?
Le rejet, je dirais, est pratiquement systématique, oui. puisqu'il se met en place automatiquement, simplement qu'on le maintient. Alors, la politique veut qu'avec le temps, la politique médicale, pardon, veut qu'avavec le temps, on diminue ce traitement pour essayer d'adapter au mieux, parce qu'il a des effets secondaires, et là, on peut parfois découvrir des rejets, mais ça se découvre au stade biologique, c'est-à-dire que la personne ne ressent rien du tout, et nous, on le contrôle tout de suite à ce moment-là. Est-ce qu'on a des avancées maintenant, aujourd'hui, dans la transplantation hépatique? Des avancées, il y en a tout le temps, et c'est formidable. La première des avancées, c'est que le mode de distribution des médicaments, avant on en prenait beaucoup, plusieurs, répartis plusieurs fois dans la journée. Aujourd'hui, on arrive à prendre, comme l'a dit Mme Voyer, une seule fois par jour, et c'est formidable. L'idée, c'est, dans l'avenir, d'essayer de contrôler ce rejet plus en amont, de rendre le greffon invisible à l'organisme, et là, on est encore dans le domaine de la science-fiction. Biocompatible avant de l'intégrer. Tout à fait. Alors après, et là, on a déjà commencé à travailler. Il y a des travaux là-dessus, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un humain qui donne un foie à un humain. Les travaux historiques et empiriques, c'était avec l'animal aussi. On peut utiliser un animal pour le donner à un être humain. Aujourd'hui, ça ne marche pas parce que le système immunitaire contre les animaux est extrêmement puissant et ce n'est pas du tout le même mécanisme. On essaie d'humaniser les animaux ou de les déspécifier, ce qui est un travail, déjà un travail colossal. Alors, il y a une question que souvent on se pose quand on n'a pas eu de greffe, c'est comment on vit avec un organe de quelqu'un d'autre, hein. Est-ce que... Alors, souvent, l'attente, elle est culpabilisante. Quand on attend, quand on est dans la position de quelqu'un qui attend un greffon, c'est assez culpabilisant parce qu'on pense à côté de ça au chagrin et à la peine que les familles vont avoir en perdant quelqu'un de proche. Après, voilà, c'est quelque chose de vital, il n'y a pas d'autre solution thérapeutique, donc on vit avec, mais ça n'empêche pas que, voilà, on pense régulièrement à la famille du donneur, à la générosité dont ils ont fait preuve au moment d'accepter ce don d'organes et voilà, on vit avec, quoi. On pense régulièrement. On pense régulièrement. Oui, c'est quelque chose qui est en nous et qui motive, voilà, à prendre soin de son greffon, à respecter et à vivre le plus sainement possible pour... Et donner une autre vie à ce greffon aussi. Voilà, et puis voilà. Merci. Exactement. Écoutez, merci de ce joli témoignage. Merci à vous tous d'avoir été sur le plateau d'Atout Santé. Pour finir notre émission, nous allons retrouver Lisa Martins pour la chronique Femmes de santé. Elle parlera du foie artificiel. La transplantation du foie est devenue le traitement de choix de nombreuses maladies hépatiques. Augmentation de liste d'attente, tel est le constat actuel. Pas assez de donneurs pour soigner tous nos malades. Il est important d'augmenter le nombre de greffons hépatiques pour diminuer cette liste d'attente et cette mortalité. Divers moyens ont été et sont régulièrement utilisés à cette fin. De grands progrès sont survenus au cours de ces dernières années dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des maladies du foie. Constat actuel, le manque de greffons hépatiques. Face à ça, et grâce à l'avancée médicale, l'idée d'un foie artificiel a été lancée. La mise au point d'un foie artificiel est un espoir récurrent porté par les hépatologues. Depuis des décennies, de nombreux groupes ont cherché à développer un système artificiel de support aux patients en insuffisance hépatique. Système qui serait idéal s'il était comparable au support artificiel dont bénéficient les patients en insuffisance rénale. Cependant, ces dernières années, ce type de système artificiel a connu quelques déboires. Certes, ce n'est pas encore au point, mais grâce à l'avancée médicale, nous avons bon espoir de soigner un jour nos malades grâce à un foie artificiel. Merci Lisa. Alors, professeur Arvinzen, le foie artificiel, quel avenir ? C'est un avenir, j'espère, qui va être efficace prochainement. La grosse difficulté, c'est qu'il y a une partie qui est un peu comme pour la greffe rénale, pour la dialyse rénale, une partie où on va épurer l'organisme. La partie la plus délicate, c'est que le foie fabrique beaucoup de choses et c'est cette partie de synthèse qui est difficile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, il y a des travaux expérimentaux, mais ce n'est pas encore efficace. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'organe, aujourd'hui, n'a pas de suppléance possible. Pas encore. Merci à vous tous. Alors, c'est la fin d'Atout Santé, l'émission qui vous rend bien sûr acteur de votre santé. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. En attendant, vous pouvez visionner nos émissions sur YouTube Atout Santé, nous envoyer vos commentaires et messages sur Twitter Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.